So, ladies and gentlemen, it's time Mesdames et messieurs, l'heure est venue de démarrer réellement cette session de l'été 2025 avec la présentation de M. Paul Reisler, qui est un praticien du droit international public depuis plus de 40 ans. Et il représente des États dans les litiges devant les États et devant les cours internationales. Il a participé à 20 affaires devant la CIJ, dont 16 affaires contentieuses et 4 procédures consultatives, avec plus de 40 plaidoiries devant la Cour. Parmi les affaires les plus importantes devant la CIJ, tout le monde connaît l'affaire Nicaragua contre États-Unis. Je crois qu'il était l'avocat principal pour le Nicaragua. Argentine contre Uruguay, il représentait l'Uruguay. L'égalité de la séparation par le Royaume-Uni de l'archipel des Chagos de l'île Maurice, il représentait l'île Maurice. L'égalité de l'occupation prolongée, de la colonisation et de l'annexion par Israël du territoire palestinien. Et là, il était l'avocat de la Palestine. Les affaires les plus importantes ne relevant pas de la CIJ sont les suivantes: l'arbitrage Philippines contre Chine pour la Philippine et les 2 affaires du TIDM, Bangladesh contre Myanmar pour le Bangladesh et Maurice contre Maldives où il représentait l'île Maurice. Il a également représenté les États dans des arbitrages d'investissement, notamment l'Uruguay, dans le cadre de l'affaire Philip Morris International qui contestait les mesures de contrôle du tabagisme prises par l'Uruguay. Il est membre du 11 King's Bench Walk Chambers à Londres depuis 2023. Auparavant, il a été successivement associé dans 3 cabinets d'avocats américains. Enfin, et surtout, il est diplômé de droit de la Harvard Law School. Et on compatit avec Harvard de nos jours. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente présentation inaugurale. Merci de ces paroles tout à fait aimables. Être parmi vous aujourd'hui est un grand honneur. Je ne m'y attendais pas. Et je ne le mérite guère, certainement. Mais je suis très reconnaissant et ravi de l'accepter. Et je remercie le secrétaire général Touvenin et les membres du curatorium de m'avoir accordé cet honneur. Je vous assure que je suis ici à La Haye de mon plein gré. Je n'ai pas été déporté par l'administration Trump, en tout cas pas encore. J'ai parcouru un long chemin depuis mars 1984, date à laquelle je suis arrivée pour la première fois devant le Palais de la Paix avec ma femme Trisha, qui est ma partenaire, camarade et conspiratrice depuis toujours. À l'époque, nous n'avons pas été autorisés à entrer parce que nous n'avions rien à voir avec la Cour, nous a-t-on dit. Sachant que l'affaire Nicaragua contre États-Unis serait déposé en début du mois suivant, Trisha m'a dit « Ne t'inquiète pas, ils te laisseront entrer la prochaine fois que tu viendras. » Et c'est bien ce qui s'est passé. Et depuis, ils ont l'amabilité de me laisser entrer pour plus de 20 affaires et plus de 50 plaidoiries orales. Dire que mes comparutions devant la Cour ont été les temps forts de ma carrière professionnelle serait un euphémisme colossal. Ma première plaidoirie dans l'affaire du Nicaragua a également été la première fois que j'ai porté un costume queue de pie, qui est la tenue habituelle des avocats américains devant la CIJ. Je l'avais loué. J'ai franchi un cap professionnel des années plus tard, lorsque j'ai commencé à fréquenter suffisamment la Cour pour justifier l'achat d'un queue de pie. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous dire qu'il me va toujours. Malgré le nombre d'affaires dans lesquelles j'ai plaidé, je n'ai jamais perdu cette exaltation que je ressens à chaque fois que je me lève pour m'adresser à la Cour.
Je sens mon cœur battre la chamade et je peux même voir mon revers gauche au-dessus de mon cœur se soulever et s'abaisser à chaque battement. Après 40 ans, rien n'a changé. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi en va-t-il ainsi à chaque fois que je suis à la CIJ et nulle part ailleurs? J'ai plaidé des dizaines d'affaires devant d'autres juridictions internationales, des tribunaux arbitraux interétatiques et des arbitrages entre investisseurs et États, dans des affaires qui sont très importantes, y compris l'arbitrage de la Chine et de la mer septentrionale. Mais ça n'est qu'à la CIJ que j'éprouve ce sentiment d'émerveillement. Pourquoi? Eh bien, ma réponse à cette question vous révélera une partie de ce que j'ai appris sur les différends devant la Cour au cours des 41 années qui se sont écoulées depuis l'introduction de l'affaire Nicaragua. Premièrement, la CIJ est indispensable. Deuxièmement, elle est puissante. Et troisièmement, en dépit de tout ceci, sa position reste précaire. La Cour n'a jamais été aussi indispensable qu'aujourd'hui. C'est manifestement ce que pensent les États. Ils saisissent la Cour de plus en plus souvent. Il suffit de voir le nombre d'affaires inscrites au rôle. Plus de 25 affaires pendantes. Lorsque les négociations diplomatiques échouent, vers qui les États peuvent-ils se tourner? Surtout les petits États confrontés à des voisins plus grands et plus puissants. Où peuvent-ils se tourner pour trouver un terrain d'entente pour résoudre pacifiquement et dignement les différends dans le respect du droit international? Où le Nicaragua aurait-il pu porter son différend avec les États-Unis et avoir une chance d'obtenir justice? Où l'Assemblée générale aurait-elle pu obtenir un avis juridique faisant autorité émanant de la plus haute autorité judiciaire du monde sur la légalité de la séparation par le Royaume-Uni de l'archipel des Chagos de l'île Maurice, ou sur la légalité de l'occupation, de la colonisation et de l'annexation par Israël des territoires palestiniens? Ce qui a mené, dans le premier cas, à des négociations bilatérales fructueuses et, dans le deuxième cas, à une reconnaissance de l'État de Palestine par un plus grand nombre d'États et à une conférence sur la solution à deux États sous l'égide de la France et de l'Arabie saoudite à la recherche d'un accord de paix. Le caractère indispensable de la Cour est d'autant plus important aujourd'hui, alors que nous faisons face au plus gros défi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, des États puissants d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient remettent en question l'universalité des règles fondamentales qui ont toujours été considérées comme s'appliquant à tous les États, y compris les règles inscrites dans la Charte des Nations Unies et les conventions de Genève. Le Conseil de sécurité, malheureusement, est moins utile qu'il ne pourrait l'être à cause du droit de veto de certains de ces États puissants. Dès lors, on ne peut compter que sur la Cour pour s'ériger et garantir l'application du droit international à tous les États, quelle que soit leur taille ou leur puissance, et ainsi défendre, protéger et faire valoir l'état de droit. La Cour est incontestablement la première garante de l'ordre juridique international, et pour ceux d'entre nous qui croyons dans le droit international, la Cour n'est rien d'autre que le principal défenseur de notre foi. La Cour est également très puissante. Elle statue sur les affaires et résout des différends, de vrais différends, sur des questions complexes et vitales pour les États, sur la légalité de l'emploi de la force, la légitime défense, les frontières terrestres et maritimes,
la souveraineté sur les îles et les territoires contestés, les atteintes à l'environnement, le contrôle et l'utilisation des cours d'eau, les violations des droits de l'homme, les discriminations raciales, ethniques et sexuelles, le génocide, la torture, la protection des diplomates et des locaux diplomatiques, le financement du terrorisme, le changement climatique, et la liste n'est pas exhaustive. Lorsqu'elle est compétente, rien n'empêche la Cour de statuer sur ses affaires et de rendre des arrêts juridiquement contraignants. Aucun juge, même pas d'un État du grand groupe des 5 États permanents, ne peut opposer son veto à ces décisions. En fait, comme nous l'avons vu au cours des 7 dernières années, les États du groupe permanent ne sont même pas assurés d'avoir un siège à la Cour. C'est un juge, une voix, et la majorité l'emporte. Et c'est normal. On ne se rend pas assez compte toutefois que les États respectent effectivement les arrêts de la Cour dans l'écrasante majorité des cas, même lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Ces arrêts ne se contentent pas de résoudre pacifiquement des différends spécifiques, ils clarifient et font évoluer le droit en déterminant les circonstances dans lesquelles il s'applique, en informant la communauté internationale des règles qu'elle est censée suivre et en établissant des précédents qui guident les États dans leur conduite future. Or, malgré son caractère indispensable et son pouvoir, la position de la Cour reste intrinsèquement précaire. Sa compétence sur les États est loin d'être universelle. De plus, elle ne dispose d'aucun moyen d'exécution pour garantir le respect de ses ordonnances ou de ses arrêts. Contrairement aux tribunaux nationaux, qui peuvent compter sur un pouvoir exécutif pour amener les parties récalcitrantes à se conformer à ces décisions, le seul recours d'un État cherchant à faire appliquer un arrêt de la CIJ est le Conseil de sécurité, qui n'a pas prouvé son efficacité en la matière. Le Nicaragua a essayé en 1986, mais le Conseil n'a rien fait. Il était menotté par le veto américain. L'arrêt de la Cour a toutefois eu un impact sur le Congrès américain qui a voté l'arrêt du financement des activités illégales des États-Unis. Et c'est ainsi que l'arrêt de la Cour a été substantiellement respecté. Plus récemment, le Conseil de sécurité a publié des déclarations appelant au respect des mesures provisoires ordonnées par la Cour dans l'affaire Guyana contre Venezuela, affaire dans laquelle j'ai représenté le Guyana. Ça aide, mais ça n'est pas une mesure d'exécution. Désobéir ouvertement à la Cour est un fait rare, mais cela arrive. Et quand c'est le cas, ça peut devenir une maladie infectieuse. Si certains acteurs étatiques refusent de se conformer aux arrêts de la Cour, d'autres en feront de même. Et que se passerait-il pour la Cour et pour le droit international si un nombre important d'États défendeurs refusaient tout simplement de comparaître? Le prestige de la Cour, son influence et notre confiance dans sa capacité à régler les différends seraient sérieusement amoindris. Si l'État de droit est lui-même chancelant dans le monde d'aujourd'hui, l'institution judiciaire qui se trouve au sommet de cette structure instable est inévitablement confrontée à une situation précaire, sans en être pour autant responsable. Donc voilà certains des facteurs qui rendent la Cour unique et qui exigent des avocats qui exercent devant elle de se demander si le caractère unique de la Cour influence la manière dont ils plaident. Et ma réponse à cette question est un oui catégorique. Ce que j'ai appris depuis l'affaire du Nicaragua, c'est que la pratique du contentieux devant la Cour est aussi unique que la Cour elle-même. Et je vais vous dire pourquoi. On dit souvent que les avocats sont des auxiliaires de la justice. Cela signifie pour moi que nous avons le devoir de respecter la Cour, d'observer ses procédures et de nous conformer à ses décisions, d'être honnêtes et éthiques et de nous abstenir de toute action ou déclaration susceptible de jeter le discrédit sur la Cour. Il s'agit d'obligations que nous avons face à tous les tribunaux devant lesquels nous plaidons. Mais ça n'est pas suffisant lorsque nous exerçons devant la CIJ. Pour comprendre ce que l'on attend de nous,
il convient de se demander pourquoi nous avons choisi, pourquoi nous aspirons à ou pourquoi nous trouvons si gratifiant de travailler devant la Cour. Je pense que la réponse peut trouver un écho chez la plupart d'entre nous. Nous avons pris la décision de consacrer notre vie professionnelle et pour beaucoup d'entre vous, une grande partie de notre vie personnelle également, au domaine du droit international, que ce soit en tant qu'avocat, professeur, chercheur, fonctionnaire, arbitre ou pour quelques élus, en tant que juge à la Cour internationale. Nous avons pris cette décision parce que nous croyons dans le droit international. Nous pensons qu'un ordre international fondé sur des règles est essentiel à la paix et à la sécurité, à la justice et aux droits de l'homme, à la coopération entre les nations et au plein épanouissement de notre humanité commune. Et nous croyons qu'en aidant à construire, à répandre et à consolider l'état de droit de quelque manière que ce soit en tant qu'individu, nous contribuons à ces nobles objectifs et donnons un sens, un but et une valeur à nos vies. Ceux d'entre nous qui sont devenus des avocats internationaux poursuivent ces objectifs dans le cadre de leur pratique devant la Cour. Bien entendu, notre devoir est de représenter nos clients souverains au mieux de nos capacités et de les aider à atteindre leurs objectifs, en recourant à la Cour s'ils sont demandeurs ou en défendant leurs droits et leurs intérêts s'ils sont défendeurs. Et dans cette mesure, ce que nous faisons à la CIJ n'est pas très différent de ce que font les avocats lorsqu'ils représentent des particuliers ou des entreprises devant les tribunaux nationaux. C'est ce que j'ai fait pendant mes 8 premières années de carrière avant de commencer à représenter des États souverains dans des litiges internationaux. J'étais un avocat de première instance aux États-Unis et mon objectif est de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner l'affaire pour mon client, en respectant les règles, bien entendu. Mais ce qui ne me préoccupait pas, c'était l'impact de mes arguments. Et s'ils étaient retenus, quel impact ils auraient sur le système juridique. Je ne me suis jamais demandé si je demandais au tribunal d'en faire plus qu'il ne le devrait ou de prendre une décision qui l'exposerait à la critique. Il ne m'est pas venu à l'esprit de savoir si mes actions influenceraient un jugement. Des centaines de jugements sont rendus chaque jour par les tribunaux américains, qu'ils soient fédéraux ou d'État. Il est très rare, voire ça n'arrive jamais, que l'un d'entre eux, en particulier en première instance, ait une incidence sur la confiance du public dans l'efficace de l'état de droit. La CIJ est très différente à cet égard. L'ordre international fondé sur des règles est fragile dans le meilleur des cas, et les arrêts de la Cour ainsi que la manière dont ils sont perçus peuvent soit renforcer ses fondements en ajoutant une nouvelle brique à sa structure, soit à l'inverse, un arrêt peu judicieux ou mal perçu peut diminuer le respect des États pour la Cour et porter atteinte à l'état de droit en général. Et je pense que les universitaires, les praticiens et les juges reconnaissent que suite à ces arrêts dans les affaires du Sud-Ouest africain en 1966, il a fallu à la Cour 20 ans pour surmonter les dégâts causés à sa propre réputation et à la confiance des nombreux États émergents qui avaient tendance à percevoir la Cour comme un artifice pour préserver la dominance ou la domination des États occidentaux les plus développés et les plus puissants, plutôt que comme un organe judiciaire voué à garantir une justice égale pour tous. Ce que je veux dire ici, c'est que, en tant que praticiens devant la CIJ, nous avons une double responsabilité. Comme devant les tribunaux nationaux, nous avons le devoir de représenter nos clients au mieux de nos capacités, mais en tant que juristes internationaux, nous avons également un devoir envers la Cour de l'aider autant que nous pouvons, de l'aider à prendre les bonnes décisions et à prendre des décisions qui renforcent sa légitimité, sa crédibilité et son influence.
À la différence d'un litige devant une juridiction nationale, nous manquons à ce devoir lorsque nous essayons de pousser la Cour trop loin pour obtenir davantage pour nos clients, ou lorsque nous étendons nos plaidoiries sur les faits ou le droit au-delà de leurs limites raisonnables. Il existe donc une tension inévitable entre le fait de répondre aux besoins immédiats du client et celui de servir les intérêts institutionnels plus larges de la Cour et de l'ordre fondé sur des règles qu'elle représente. Cette dualité de notre rôle se pose dans le contexte des recommandations faites aux clients. S'agit-il d'une affaire qui demande à la Cour d'aller trop loin, mettant en péril sa légitimité et sa crédibilité aux yeux de la communauté internationale? En 1984, certains, surtout à Washington, pensaient que l'affaire Nicaragua contre États-Unis était de cette nature. Cette année-là, j'ai assisté pour la première fois à la réunion annuelle de la Société américaine de droit international. Elle s'est tenue très peu de temps après l'introduction de l'affaire et comme personne ne me connaissait, je suis restée un peu en retrait tout en écoutant tout ce qui se disait. L'affaire a été uniformément dénoncée par d'éminents universitaires américains et juristes américains. Je me souviens que l'un des plus prestigieux de la faculté de Yale a déclaré à l'auditoire que les tribunaux internationaux ne devraient jamais examiner la légalité du comportement d'une grande puissance lorsqu'elle agit dans l'intérêt de sa sécurité nationale. Et je me souviens très bien de ces paroles. Ce qui est demandé dans l'affaire du Nicaragua, a-t-il dit, c'est une pusillanimité judiciaire. Ces mots, même 4 décennies plus tard, me laissent encore un goût amer dans la bouche. Heureusement, loin d'être pusillanime, la Cour a plutôt fait preuve de courage dans l'affaire du Nicaragua et je pense que l'histoire a plus que justifié sa volonté de tenir les États-Unis pour responsables en vertu des mêmes règles fondamentales du droit international contre l'emploi de la force que celles qui s'appliquent à tous les autres États. J'ai été avocat dans d'autres affaires qui ont obligé la Cour à aller au-delà de sa zone de confort. L'affaire Géorgie contre la Russie est l'une d'entre elles. Cette affaire était la réponse de la Géorgie à l'invasion de son territoire par la Russie en 2008. Il n'y avait pas de base juridictionnelle pour poursuivre la Russie en matière d'emploi à la force, mais la Russie avait accepté la compétence de la Cour pour des poursuites au titre de la Convention de 65 sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. En tant qu'avocat de la Géorgie, nous avons dû nous demander si invoquer la Convention était un bon moyen d'obtenir de la Russie qu'elle reconnaisse la compétence de la Cour ou si, au contraire, ça pouvait être une astuce pour introduire d'autres revendications. C'était une question importante car, dans une large mesure, la légitimité de la Cour dépend de son respect scrupuleux de la doctrine selon laquelle les États souverains ne peuvent être soumis à sa compétence sans leur consentement. Notre équipe juridique a accepté l'affaire après s'être assuré que l'un des principaux objectifs de la Russie en envahissant l'Ossétie du Sud était d'expulser des Géorgiens de cette province multiethnique et de la laisser sous le contrôle exclusif du peuple ossète sympathisant de la Russie, en prélude de la création d'un État fantoche distinct aligné sur la Russie. Les Nations unies et d'autres sources crédibles ont fourni bon nombre de preuves de l'épuration ethnique massive des Géorgiens et de leur exode forcé vers le sud. Ces éléments ont suffi à nous convaincre que la Convention avait été violée de manière flagrante et qu'il s'agissait d'un instrument approprié pour établir la compétence de la Cour pour une allégation de nettoyage ethnique et non d'emploi illégal de la force. La Convention sur le génocide est un autre moyen de consentement de la compétence de la Cour qui est susceptible d'être
utilisés de manière abusive. Il n'existe pas encore de convention sur les crimes contre l'humanité, donc pas de clause de consentement à la compétence de la Cour dans le cas de ces crimes. C'est pourquoi il est tentant de caractériser les crimes contre l'humanité comme des crimes de génocide et d'invoquer donc la Convention sur le génocide. À mon avis, ça n'est pas dans l'intérêt de la Cour que les avocats la pressent d'accepter de telles affaires et ainsi de contourner l'exigence du consentement. Il existe des exemples. Notre équipe juridique pour la Gambie a réfléchi très sérieusement à cette question et nous avons examiné de façon approfondie toutes les preuves volumineuses avant de conclure que ce qui se passait au Myanmar était effectivement un génocide de la population musulmane Rohingya. Et nous avons accepté d'introduire l'affaire puisque les deux parties étaient parties à la Convention. La tentation entre votre rôle vis-à-vis de votre client et vis-à-vis de la Cour surgit également lorsque vous défendez un État, en particulier lorsque ses moyens de défense ou ceux qu'il souhaite que vous présentiez en son nom ne sont pas suffisamment crédibles à vos yeux pour justifier leur acceptation par la Cour. Et pour moi, la seule réponse possible est de simplement dire non et de refuser la représentation ou de proposer votre démission. Parfois, c'est difficile, notamment lorsque c'est un client que vous représentez depuis longtemps. Comment peut-on s'éloigner d'un client de longue date au moment où il a le plus besoin de vous? Eh bien, mon expérience la plus inconfortable à la Cour est survenue lorsque j'ai décidé que je ne pouvais pas abandonner un client de longue date. C'était dans l'affaire certaines activités lorsque le Nicaragua, qui avait été poursuivi par le Costa Rica pour avoir violé sa souveraineté en creusant un canal à travers le territoire contesté, et James Crawford était l'avocat de la partie adverse. Pour moi, il est difficile d'imaginer une situation plus compliquée. Inévitablement, l'audience s'est déroulée comme on pouvait s'y attendre. Et à l'unanimité, la Cour a ordonné au Nicaragua de se tenir à l'écart du territoire contesté. Mais parfois, il faut rompre complètement ses relations avec son client. J'ai eu la chance de représenter le Nicaragua à de nombreuses reprises et je serai toujours reconnaissant de ces opportunités. Et j'espère que j'ai contribué à certaines victoires pour le Nicaragua. Et ce pays sera toujours très cher à mon cœur. Mais il y a plusieurs années, lorsque le gouvernement a commencé à arrêter toutes les personnes d'opposition ou les critiques du régime, y compris certains de mes amis, qui avaient servi le gouvernement honorablement, mais qui se sont retrouvés en prison, je ne pouvais plus me permettre d'être associé à ce régime dictatorial et j'ai démissionné. Vous avez peut-être vu le film hollywoodien Hook, qui raconte l'histoire de Peter Pan, arrivé à l'âge adulte, alors qu'il est devenu avocat d'affaires prospère au sein d'un cabinet de Wall Street. Dans une scène, il est le principal orateur d'un dîner. Et il parle d'une nouvelle, à savoir que les scientifiques ont commencé à utiliser les avocats au lieu des rats dans leurs expériences de laboratoire. Et ce, nous dit Peter, parce que 1. Les avocats sont plus nombreux. 2. Les laborantins ne s'attachent pas autant aux avocats. Et troisièmement, il y a certaines choses que les rats refusent de faire. Alors bien sûr, c'était une blague, c'était amusant, mais cela m'a amené à me demander, à m'interroger, à me demander, en tant qu'avocat, qu'est-ce que je refuserais de faire? Cela m'aide à comprendre quels sont mes véritables principes, et pas seulement ceux que j'adopte, mais ceux que j'applique réellement, y compris les principes qui me guident
en tant qu'avocat devant la CIJ. Mes clients et mes coéquipiers me demandent souvent d'argumenter sur les faits, et j'aime le faire pour 2 raisons. Premièrement, cela me permet de mettre à profit l'expérience et les compétences que j'ai acquises en tant qu'avocat, où il est primordial de monter un dossier à partir des preuves et de trouver et d'exposer les failles dans les preuves de l'autre partie. Et deuxièmement, je pense que présenter et expliquer les faits et leur impact potentiel sur l'issue de l'affaire est l'un des meilleurs moyens d'aider la Cour, en particulier parce qu'elle est une juridiction de première et de dernière instance, si bien que l'établissement des faits est au cœur de sa tâche. Bien sûr, j'argumente également les points de droit dans la plupart des affaires, mais les juges sont déjà des experts en la matière. Ils ont rarement besoin qu'un avocat leur explique le droit, sauf s'il n'est pas clair ou s'il y a une incertitude sur la manière dont il devrait appliquer dans le cas d'espèce. En revanche, les faits sont différents à chaque fois et les juges doivent les apprendre à chaque fois. Et souvent, ils sont abondants, complexes et très techniques. La Cour doit les comprendre et déterminer la crédibilité et le poids à accorder à chaque fait. Et très souvent, c'est une tâche ardue. Cela peut être encore plus difficile pour les juges qui n'ont jamais plaidé en tant qu'avocat ou jamais présidé un tribunal national investi du pouvoir de produire des preuves, comme dans le droit civil, ou de les évaluer, comme dans les juridictions de common law. Ce n'est pas un secret que certains universitaires et certains États ont exprimé des doutes quant à la capacité de la Cour à établir les faits. Sur la base de mon expérience sur le terrain, c'est-à-dire devant la Cour, je suis totalement en désaccord avec ces critiques. À mon avis, quelles que soient les difficultés, et certaines d'entre elles sont réelles, on peut compter sur la Cour pour établir correctement les faits. De toutes mes affaires, je ne me souviens d'aucune affaire dans laquelle la Cour n'ait pas réussi à le faire. Mais cela ne signifie pas que la Cour n'a pas besoin de l'aide des avocats pour apprécier les faits. Au contraire, l'un des rôles les plus importants que nous jouons est que nous aidons la Cour à comprendre les faits, en particulier lorsqu'ils semblent confus ou contradictoires. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'affaire des usines de pâte à papier, l'Argentine et l'Uruguay avaient inclus des experts dans leur délégation qui ont plaidé ou ont donné des avis contradictoires. Et le juge Bennouna, à un moment donné, a posé une question importante. Comment la Cour peut-elle savoir quel expert croire alors que ces experts sont payés par les parties et donc ne sont pas totalement indépendants? Nous y avons vu un appel à l'aide pour l'évaluation des preuves, en l'occurrence sur des preuves d'experts extrêmement techniques. Nous sommes donc rentrés à l'hôtel, nous avons déchiré la plaidoirie que j'avais déjà préparée pour le lendemain et nous avons passé toute la nuit à en rédiger une nouvelle en répondant précisément à cette question qui semblait préoccuper plusieurs juges. Dans notre nouvelle plaidoirie, nous avons convenu que les experts payés par les parties ne peuvent pas être considérés comme indépendants, ce qui ne signifie pas que la Cour devrait ignorer leurs preuves. Elle doit toujours les évaluer et déterminer la crédibilité à leur accorder. Mais notre principal élément était que les faits donnés par les scientifiques de l'environnement de la Société financière internationale étaient véritablement indépendants et sur la base de ces rapports, les risques que le projet pollue la rivière n'étaient pas significatifs. Dans son arrêt, la Cour s'est appuyée sur cette étude de la SFI pour confirmer l'exploitation de l'usine des pâtes à papier par l'Uruguay.
Et donc, lors de la présentation des faits, la crédibilité est d'une importance capitale. La crédibilité se compose de deux éléments. Premièrement, l'honnêteté. Mais l'honnêteté à elle seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'exactitude. Exactitude scrupuleuse, impeccable et complète. On peut réellement tromper la Cour si on pense qu'on connaît les faits mais qu'on ne les a pas assez étudiés avec exactitude. Vous seriez surpris par le nombre d'avocats qui ne parviennent tout simplement pas à établir les faits correctement ou de façon tout à fait exacte dans leur plaidoirie. Certains de mes plaidoiries les plus efficaces ont visé à exposer ces erreurs. Et je suis donc obsédée par la préparation de mes propres plaidoiries pour m'assurer que je ne peux pas prêter le flanc à la critique. Même si j'ai des assistants, je passe en revue tous les éléments de preuve moi-même et très soigneusement, car c'est ma crédibilité qui est en jeu. Deuxièmement, c'est mon devoir, il est de mon devoir envers la Cour d'être précis dans la présentation et la description des preuves. Et c'est à moi d'assumer la responsabilité si je n'y parviens pas. Et si je ne le fais pas, la Cour s'en souviendra la prochaine fois que je viendrai plaider devant elle. Troisièmement, j'aime montrer les preuves à la Cour plutôt que simplement d'en parler. Voir, c'est croire. Et lorsque les juges voient par eux-mêmes les preuves, ils n'ont pas à se fier entièrement à la description qu'en fait l'avocat, qu'il pourrait remettre en question parce que, après tout, nous ne sommes pas vraiment impartiaux. Un bon moyen de montrer les éléments de preuve, c'est au travers de diapositives PowerPoint. Alors, bien entendu, on ne peut pas avoir tous les éléments de preuve sur diapo par souci de temps. Il faut se limiter aux éléments les plus importants. Et vous devez faire preuve de discernement quant à la quantité d'éléments à présenter. Et puis, il faut rendre la présentation aussi facile à lire et à comprendre que possible, car les juges n'ont que quelques secondes pour comprendre. Lors de la procédure consultative sur la légalité de l'occupation prolongée du territoire palestinien par Israël, j'ai présenté de nombreuses diapositives contenant des déclarations incriminantes de hauts fonctionnaires, y compris le Premier ministre israélien, concernant le maintien de l'occupation et l'annexion de facto de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie. Et je pense que lorsque les juges ont vu ces déclarations et les ont lues eux-mêmes, cela a donné plus de crédibilité et a eu un impact beaucoup plus fort que si je les avais simplement lues moi-même à haute voix. Un autre moyen important d'aider la Cour lors des audiences est de rédiger et de présenter votre plaidoirie de manière à retenir l'attention de la Cour du début à la fin. C'est certes le but de toute plaidoirie, mais un but parfois difficile à atteindre, surtout lorsqu'elle dure 30 minutes ou plus. Si vous perdez l'attention de la Cour ou celle de plusieurs juges, non seulement vous n'aidez pas la Cour, mais vous perdez son temps et le vôtre. Si vous perdez leur attention, ne serait-ce que pour quelques instants, il sera très difficile à regagner cette attention. Et c'est pourquoi chaque mot de votre plaidoirie est important et doit être rédigé avec soin dans le but de présenter vos arguments de la manière la plus claire, la plus convaincante, la plus intéressante et même, le cas échéant, la plus divertissante possible. Voici comment je procède. Premièrement, la première règle, c'est la clarté. La deuxième règle, c'est la clarté. Et la troisième aussi. Vous devez être encore plus clair dans votre plaidoirie orale que dans vos écritures, bien que s'exprimer clairement soit essentiel dans les deux cas. Dans votre plaidoirie écrite, si un paragraphe est compliqué, le lecteur peut le relire plusieurs fois si nécessaire, mais ce n'est pas possible lorsque vous plaidez oralement. Vous devez être suffisamment clair pour que les juges puissent vous suivre ligne par ligne, car ils ne peuvent pas revenir en arrière. Si vous les embrouillez,
Ils essaieront de comprendre ce que vous venez de dire plutôt que d'écouter ce que vous êtes en train de dire, qui peut être la partie la plus importante de votre plaidoirie. N'oubliez pas que vous êtes un parmi tant d'autres intervenants sur une journée complète. Avez-vous déjà écouté une journée entière de plaidoirie? Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises au cours des procédures consultatives. Après avoir plaidé pour mon client, j'ai siégé, je suis restée dans la salle pour écouter les autres plaidoiries. Et je peux dire que même si le thème m'intéressait au plus haut point, j'ai eu du mal à empêcher mon esprit de vagabonder ou même parfois, surtout en fin de journée, de garder les yeux ouverts. Je n'en ai que plus de respect pour les juges qui restent concentrés jusqu'à 18 heures. Voici comment les aider à rester avec vous et à rester éveillés. Tout d'abord, supprimez de votre plaidoirie tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est difficile parce que lorsque nous rédigeons quelque chose, nous sommes convaincus que c'est important et qu'il faut le dire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mettez votre discours de côté pendant quelques jours et lorsque vous y reviendrez, vous ne serez plus aussi attaché au texte que vous l'étiez. Et parfois, à votre grande surprise, vous constaterez que certaines parties peuvent être supprimées sans sacrifier le fond. Soyez impitoyable. Trop de verbiage est mortel dans une plaidoirie. Faites en sorte qu'elle soit la plus claire et la plus efficace possible. Deuxièmement, ne lisez pas votre plaidoirie d'un ton monotone. Ça revient à distribuer des somnifères à votre auditoire. Variez votre rythme, ralentissez lorsque vous présentez vos points les plus importants, afin de permettre aux juges de mieux les assimiler. Variez votre volume. Lorsque vous souhaitez mettre l'accent sur un point, parlez plus fort ou plus doucement. L'un ou l'autre feront l'affaire. Vous pouvez aussi faire une pause stratégique et boire une gorgée d'eau. Cela permet à la remarque que vous venez de faire de s'intégrer et cela permet aux juges de reprendre leur souffle après une partie très intense de votre plaidoirie. Et voici l'illustration. Troisièmement, établissez un contact visuel avec les juges, mais pas trop. Cela permet d'établir une connexion et d'attirer votre public vers vous et votre plaidoirie. Mais évitez de donner à un juge l'impression que vous vous concentrez sur lui ou sur elle, ou que vous guettez des signes d'approbation, car cela peut être très déstabilisant. Les audiences orales sont l'occasion pour les juges de vous écouter et de vous regarder, non pas l'inverse. Quatrièmement, envisagez d'utiliser l'humour comme tactique pour exposer les contradictions, le manque de logique ou de fondement des arguments de vos adversaires. S'il est utilisé correctement, l'humour peut être un outil rhétorique très efficace. Il y a peu de choses plus réjouissantes pour un avocat que d'amener la cour à rire de l'argument de votre adversaire. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a rien de plus décourageant que de faire une blague qui tombe à plat ou qui fait grincer des dents les juges parce que c'est irrévérencieux pour l'autre partie. Là, je parle d'humour poli ou ludique. J'ai appris à l'utiliser en observant les meilleurs, pas seulement en matière d'humour, mais en matière de plaidoirie, à savoir James Crawford. J'ai appris plus que cela de lui et d'autres avocats exceptionnels comme Philip Sands, Alain Pelé et la professeure Boisson de Chazourne, qui a eu l'insigne honneur, à juste titre, d'être choisi pour donner le cours général de cette année. Ce qu'ils ont toujours manifesté n'est rien de moins que ce que je décrirais comme un respect pour la Cour. La Cour est composée de juges individuels qui, en tant qu'êtres humains, ne sont pas infaillibles.
Mais une fois qu'ils revêtent la robe noire et que l'huissier annonce de sa voix très forte la cour et qu'ils entrent en file indienne dans la salle d'audience pour prendre place, ils se transforment en quelque chose qui va bien au-delà d'eux-mêmes. Ils deviennent la plus haute, la plus importante autorité judiciaire du monde et son principal instrument pour régler pacifiquement les différends entre les États conformément au droit international. Et en cette qualité collective, ils méritent notre vénération. Je ne peux terminer cette conférence sans vous rappeler une tentative d'humour qui, je pense, a bien fonctionné et dont j'ai de bonnes raisons de me souvenir. C'était dans le deuxième cycle de l'affaire des usines de pâte à papier et l'Uruguay, en tant que défendeur, prend la parole en dernier. Nous essayons de percer des trous dans les preuves scientifiques de l'Argentine en nous moquant d'elle parce que nous pensions qu'elle n'était pas du tout scientifique. Répondant à Alain Pelé, j'ai dit « La cause de l'Argentine est tellement désespérée que l'Argentine a même fait appel au professeur Pelé, l'un des plus grands juristes de notre temps, non pas pour parler du droit, mais pour hyperventiler sur les nonylphénols. Franchement, c'est comme recruter Picasso et lui dire d'aller repeindre votre cuisine. » Cette réplique a suscité des rires et des sourires, mais celui qui a le plus apprécié, c'était Alain Pelé lui-même. Il y a 3 mois, lorsque nous étions ici pour plaider ensemble pour la Palestine, dans la procédure consultative sur le blocage par Israël de l'aide humanitaire à Gaza, l'un de nos coéquipiers a demandé à Alain quel était le plus grand compliment qu'il ait jamais reçu. Il a souri et a répondu « Eh bien, c'est celui dans l'affaire des usines de pâte à papier lorsque Paul m'a appelé Picasso. » Au fil des ans, Alain et moi avons plaidé ensemble souvent, parfois ensemble, parfois l'un contre l'autre. Mais je l'admire beaucoup. Pour moi, il est le Picasso du droit international. Les 3 points que nous partageons avec Picasso sont les suivants. Nous sommes blancs, de sexe masculin et originaires de l'Occident. Et c'est le cas d'un trop grand nombre de praticiens devant la Cour. C'est un vestige d'une époque historique moins éclairée, où non seulement les avocats, mais aussi les juges étaient de la même couleur et du même sexe. Malheureusement, le changement a été plus lent au barreau qu'à la magistrature. Et ce parce que les États préfèrent jouer la carte de la sécurité en retenant des avocats les plus expérimentés, ce qui, même si ce n'est pas intentionnel, perpétue les inégalités du passé. J'estime qu'il est de notre devoir d'aider à diversifier le barreau. Et je sais que les juges appellent ceci de leur vœu. Et nous pouvons utiliser notre position auprès de nos clients pour les persuader qu'ils seront mieux servis, et ils le seront, par des équipes d'avocats très talentueux qui reflètent le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans toute sa belle diversité, de sexe, de couleur, de race, de nationalité. Le talent existe certainement dans toutes ces catégories. Vous pouvez le constater lors des auditions dans les procédures consultatives où en raison du nombre d'États participants, il y a des opportunités pour des avocats autres que les coquins habituels. Il est de notre responsabilité envers la Cour, envers nos clients et envers la prochaine génération de juristes internationaux de leur ouvrir les portes et la pratique de la CIJ, même si cela signifie que des gens comme nous devons commencer à nous effacer. Je vous laisse sur ce point. Au début de cette année, l'Uruguay, que je représente dans des litiges internationaux depuis 20 ans, a perdu son plus grand homme d'État, l'ancien président José Mujica, un homme extrêmement sage et décent, aux valeurs humaines exemplaires. En tant que président, il vivait dans le même
humble bungalow et conduisait la même coccinelle Volkswagen déglinguée qu'avant son entrée en fonction. Lors de sa dernière interview, avant son décès, il a déclaré « Le problème, c'est que le monde est dirigé par des personnes âgées qui ont oublié qui elles étaient lorsqu'elles étaient jeunes. Lorsque j'étais jeune, j'ai aidé le Nicaragua à porter son affaire devant la Cour internationale de justice. Pour ce faire, j'ai dû quitter mon cabinet d'avocat parce qu'il refusait de me confier l'affaire. Mes valeurs, ma foi dans le droit international et mon respect pour la Cour n'ont pas changé. 40 ans plus tard, j'ai quitté un autre cabinet d'avocats parce qu'il ne m'autorisait pas à représenter la Palestine devant la CIJ. J'avais 75 ans à l'époque, j'ai 77 ans maintenant, et certains peuvent me considérer comme un vieil homme. Mais je suis déterminée à ne pas oublier, et je n'oublierai pas ce que j'étais lorsque j'étais jeune. Et j'espère que vous tous pourrez en dire autant lorsque vous ferez le bilan de votre longue vie et de votre carrière très réussie. Je vous remercie de votre attention et merci une fois de plus à l'Académie de la Haye de m'avoir invité.